Bonjour à toutes et à tous. Alors je sais qu'il y a encore quelques personnes dehors, mais ça le fera venir. Alors je suis Mathilde Mola, je travaille pour l'entreprise Blue Neuve, qui est une société en intelligence collective. Et nous sommes ensemble cet après-midi jusqu'à 17h30. Alors cet exercice aura lieu en deux parties. On vous expliquera tout dans quelques instants. D'abord, je voulais juste m'excuser pour ma voix, mais c'est ma résilience face aux microbes de l'hiver qui est testée, de toute évidence. Mais a priori, pas d'extinction en vue. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet exercice qu'on appelle dans notre jargon Bright Mirror et ici Atelier des imaginaires. Parce que la dernière fois qu'on a fait un atelier des imaginaires à Rouen, c'était pour la concertation sur le projet d'aménagement sur le quartier Rouen-Flaubert. Et pour tout vous dire, il s'est passé quelque chose d'un peu spécial, comme il s'en passe souvent avec ce projet Bright Mirror, cet exercice de récit d'imaginaire positif qui est assez particulier. C'est qu'on a des participants qui ont pleuré à la fin de l'exercice. Alors pleuré de joie, hein, je vous rassure, c'est pas ne prenez pas peur, mais qui étaient en tout cas particulièrement émus. On a reçu après des mails de personnes qui nous disaient que vraiment ça avait été un moment, ils avaient énormément apprécié. Donc, on a voulu, avec la métropole, réitérer cet exercice et en particulier sur ce sujet passionnant et qui laisse libre cours à notre imagination, la question de la résilience et plus globalement du monde de demain. Bref, on vous explique tout dans quelques instants. Je voulais d'abord laisser la parole et remercier Sylvie Nicroiza, qui est vice-présidente en charge de la démocratie participative à la métropole Rouen-Normandie, de la construction citoyenne et de l'open data, et qui a décidé de nouveau de faire confiance à ce projet pour animer la séquence qui va suivre. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous voir aussi nombreux cet après-midi. C'est vraiment une grande satisfaction. Ça semblait important d'ouvrir un espace de participation citoyenne durant ces 2 jours de Forum de la résilience. Je crois que c'est la première fois qu'on le fait. Les autres éditions, on n'avait pas réussi à caser ça dans une programmation qui est très, très dense. Alors effectivement, on avait eu un peu de doute sur le créneau qui vous est proposé. Donc mobiliser une après-midi en semaine, c'est pas forcément, ça correspond pas forcément aux disponibilités de tout le monde, mais voilà, votre présence nombreuse montre que quand même vous avez réussi à dégager du temps et sans doute que le sujet sur lequel on vous propose de réfléchir, donc quelle métropole à horizon de 20 à 25 ans, et aussi peut-être la méthode très originale qui vous est proposée donc pour se plonger ensemble dans cet exercice prospectif, a réussi à vous convaincre, à vous séduire. Donc bienvenue à toutes et à tous, et on est vraiment content de vous avoir aussi nombreux pour participer cet après-midi à cet exercice. Donc l'exercice, il va être détaillé ensuite par le cabinet Blue Neuve qui l'a mis au point, avec lequel, comme le rappelait Mathilde, on l'a déjà testé sur le quartier Rouen-Flaubert. Mais là, cet après-midi, c'est l'occasion pour nous de tester à plus grande échelle. Alors, plus grande échelle parce que vous êtes un groupe beaucoup plus nombreux. Sur Flaubert, on a fonctionné avec des petits groupes. On était 20, 25 au maximum. Et surtout, on était pendant les périodes Covid, donc en distanciel. Donc là, c'est autre chose. On va le tester en vrai, en physique. Et aussi à plus grande échelle vis-à-vis du sujet qu'on vous propose, puisque là, on n'est pas seulement sur un quartier, bien que le quartier Flaubert, c'est quand même un grand quartier de 90 hectares, donc c'est un gros morceau de ville, mais sur tout le périmètre de la métropole. Donc comment est-ce qu'on imagine que notre métropole va évoluer à horizon de 20-25 ans? Donc en fait, la question qui nous est posée, c'est de se projeter sur ce qu'on attend de notre métropole, comment on imagine qu'elle va évoluer tout en gardant un esprit positif. C'est vraiment ce qui fait l'originalité de l'exercice, c'est qu'on prend délibérément le parti de se dire ça va aller mieux demain. Donc comment est-ce que la métropole va réussir à rebondir face aux multiples défis
qui sont déjà là, hein, qu'on connaît tous aujourd'hui, donc le défi du climat, le défi des risques technologiques, les risques naturels, comment est-ce qu'on va répondre au défi d'aller vers une plus grande sobriété, une sobriété énergétique, mais aussi une sobriété vis-à-vis du foncier. Comment est-ce qu'on va réussir à utiliser mieux qu'aujourd'hui notre foncier pour éviter de continuer de promouvoir un modèle de développement urbain qui va emmener les habitants toujours plus loin et générer de plus en plus de déplacements. Ça, on sait que c'est une impasse. Donc comment est-ce qu'on imagine que demain, la métropole aura réussi à répondre à ces grands défis et sera plus accueillante, voilà, un meilleur cadre de vie, un paysage préservé et sera plus solidaire. Donc c'est ces grandes questions-là qui vont nous guider pendant toute l'après-midi. Donc vous allez d'abord avoir des présentations qui vont vous inspirer et cadrer un petit peu notre exercice, mais c'est vraiment ça qui nous anime. Et ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas un exercice isolé et anodin du tout, et puis en plus, il tombe vraiment au bon moment, puisque la métropole s'apprête dans quelques semaines à lancer les révisions de ces grands documents de planification, les grands documents qui cadrent notre projet de territoire. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? C'est bien du projet de territoire. Et c'est important de le faire ensemble, parce qu'il faut vraiment qu'on ait cette vision prospective de façon la plus largement partagée possible pour prendre ensemble ensuite les bonnes décisions et se mettre en position de faire évoluer notre territoire comme on le souhaite tous et qu'on soit bien d'accord sur qu'est-ce qu'on cible. Alors ces grands documents cadres, c'est le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, le PLUI, celui qui donne les droits de construire ou pas à la parcelle et qui les localise, le PCAET aussi, donc le plan climat, air, énergie territoriale. Alors ces documents-là, ils existent déjà à la métropole en dispose déjà et ils sont en fait pas très très vieux, hein. Le SCOT, il a un peu plus de 6 ans, le PLUI et le PCAET, ils ont 2 ans, je crois qu'ils ont été approuvés en 2020. Mais on a commencé à faire des premiers éléments de bilan et en fait, on se rend compte qu'on va certainement dans la bonne direction, mais on n'y va pas assez vite. Donc on a pris la décision de déjà les remettre en chantier pour être sûr d'atteindre et de répondre au bon niveau aux enjeux actuels. Et c'est très important de vous associer à cette réflexion-là parce qu'il faut qu'on y aille tous en même temps et qu'on ne perde pas de temps, qu'on prenne délibérément dès aujourd'hui les bons outils, les bonnes directions et qu'on adopte le bon tempo. Donc c'est pourquoi cet exercice aujourd'hui, pour moi, c'est la première brique, hein, c'est l'amorce de tout ce qu'on va construire dans les semaines, les mois à venir pour décrire notre projet de territoire, où on veut aller ensemble. Donc c'est ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui, hein, le formaliser, que ça prenne un peu forme dans nos têtes et qu'on soit capable de le décrire, de le transcrire, pour après adopter les bons outils de cadrage, les bons outils de planification qui vont garantir que c'est bien par là qu'on va et qu'on va bien arriver au bon moment à notre cible. Voilà. Donc pour terminer, je ne sais pas si, comme moi, vous avez entendu notre récent prix Nobel de physique s'exprimer à la radio hier matin et essayer de vulgariser un petit peu en quoi consistaient ces travaux de recherche. Donc c'est l'intrication quantique. Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il s'agissait dans le monde de l'infiniment petit de mettre en présence plusieurs objets, chacun avec leurs caractéristiques, leurs propriétés propres, et qu'en fait, ce qu'on pouvait observer, c'est qu'une fois mis ensemble, corrélés, ils se comportaient non pas en ayant la somme de ces caractéristiques-là, mais plus que cette somme-là, donc c'était plutôt une loi exponentielle, donc ça se multipliait à l'infini, plus on les mettait en présence et plus les propriétés étaient nombreuses, et encore plus important, une fois qu'on les décorrélait, qu'on les éloignait les uns des autres, ils conservaient ces propriétés-là dans le temps. Donc je trouve qu'il y a un parallèle assez évident avec ce qui se passe dans nos ateliers de participation citoyenne, et j'espère que ça vous inspirera aussi, et je vous souhaite une après-midi fructueuse et productive, et soyez inspirés, libérez votre esprit et allez-y. Merci beaucoup. C'est une belle définition de l'intelligence collective. Alors, Bright Mirror, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord un pied de nez à la série catastrophiste, certains et certaines d'entre vous doivent connaître, qui s'appelle Black Mirror. Et donc, le principe, c'est d'écrire un récit optimiste, enthousiasmant, positif, à plusieurs.
Alors évidemment, vous pourrez choisir, et on vous guidera dans cela, la forme littéraire qui vous conviendra. Ça peut être de la poésie, si certaines le sentent, mais ça peut être aussi l'autobiographie, une lettre, du dialogue, de la science-fiction, etc. Et vous aurez donc 1 heure tout à l'heure pour rédiger cette courte nouvelle en groupe de 4 personnes à peu près. Comme vous le voyez sur cette diapositive, mais on a organisé de nombreux Bright Mirror d'ores et déjà pour des petites, des moyennes et des très grandes organisations publiques et privées. Mais c'est un format qui est vraiment très très éprouvé. On a collecté plus de 5000 histoires, on en a fait des podcasts, on en a fait des BD. Vous pouvez aller regarder et les écouter directement sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts. Et donc on a eu l'occasion notamment de traiter la question du travail, des mobilités, de la culture, de l'eau. On a fait un Bright Mirror aussi simultané dans 3 villes en Afrique. Enfin voilà, il y a énormément de matière. Et l'idée de cet après-midi, c'est donc de l'expérimenter sur un nouveau thème qui est celui de la résilience. Et donc pour ça, vous allez avoir un matériau qui va vous être partagé cet après-midi par 2 invités qui vont vous restituer leurs travaux à eux, et puis aussi d'une flopée d'experts, de personnes qui ont travaillé sur ces sujets et notamment sur les 4 scénarios de transition de l'ADEME. Alors pourquoi ce format fonctionne ? Parce que le principe, c'est d'essayer de rassembler des gens intelligents entre eux et surtout de pouvoir rêver ensemble et de renouer avec, on peut dire, son âme d'enfant, un côté un peu malin, malicieux, aller essayer de rechercher ça en nous. Et pour cela, on a créé donc au sein de Blue Neuve un processus de transformation en 3 étapes. Donc d'abord, vous allez être spectateur, spectatrice. Vous serez ensuite auteur et ensuite acteur. Donc vous le verrez, on a d'abord ce temps-là de spectateur où vous aurez donc les 2 intervenants qui prendront la parole. Alors, on peut s'imaginer que ça peut être un peu loufoque ou original, au moins, de s'adonner à ce genre d'exercice, alors qu'on a parlé tout l'été de méga-feux, d'explosion du thermomètre, d'inondations, etc. Mais nous, on pense vraiment que c'est d'autant plus parce qu'on vit dans un monde qui est très contraint, qu'il faut encore plus laisser de place à l'imagination et qu'on a besoin surtout d'espaces de respiration dans lesquels on peut penser le futur et essayer de s'exonérer des limites, enfin en tout cas du cadre actuel. Le principe, ce sera donc d'imaginer pour rêver, de redonner de la place aux rêves et surtout de se donner envie de léguer un monde à nos enfants, comme le disait Sylvie Croizat, mais on n'arrive pas à remplir les objectifs qu'on s'est fixés en matière de réduction des émissions, de lutte contre le changement climatique, de protection de la biodiversité. Donc à un moment, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui bloque. Et nous, on pense qu'en tout cas, ça peut être cet exercice un des leviers pour pouvoir lever tout ça. Donc n'hésitez pas, je le redis, mais de rêver comme des enfants et faites comme si vos rêves, ils étaient performatifs. Donc avant tout, il va falloir y croire et y croire collectivement. Voilà, donc dans les prochaines minutes qui suivent, on va laisser la parole à nos 2 intervenants qui vont vous amener donc ces ingrédients qui vont nourrir ensuite vos histoires. Donc on vous demande dans cette première partie d'être attentif avant d'être promis créatif. Et puis de vous nourrir, ça vous fera penser à des choses. N'hésitez pas à prendre des notes, à noter aussi ce qui vous vient en les écoutant. Comme je le disais, c'est le fruit vraiment de réflexions de plein de gens. Donc, je vous propose de laisser tout de suite la parole à Jérôme Dubois, qui est professeur en aménagement et en urbanisme à Aix-Marseille Université.
Et justement, on va parler avec lui de paysage. Alors pourquoi de paysage? Et moi, je vais citer une autre personne que j'ai entendue cette semaine à la matinale de France Inter, mais c'est Orhan Pamuk. Je ne sais pas si vous l'avez aussi entendu, mais qui est donc écrivain turc et prix Nobel de littérature, et qui avait écrit il y a quelques années un ouvrage qui s'appelle La nuit de la peste, sur une île imaginaire en temps de pandémie. Et c'était 5 ans avant la pandémie, comme quoi parfois la fiction dépasse la réalité. Et là, il a publié ses carnets de dessins, et qui s'appelle Souvenirs des montagnes non loin. Et une de ces citations m'a apparu vraiment comme résonner fortement avec notre exercice d'aujourd'hui. Il dit, je cite, « Les paysages, c'est la base de tout. Une vue me fait tout oublier. Je me transforme aussitôt en quelqu'un d'autre. Quand on contemple un beau paysage, c'est notre vraie place dans l'univers qui nous apparaît. Mais le plus essentiel est cette sensation de confiance et de sécurité. » Alors le paysage, c'est la mélancolie, la tristesse, c'est un texte à lui seul, dit-il. Contempler la beauté du monde l'apaise et le sécurise. Alors, et vous, Jérôme Dubois, pourquoi vous êtes intéressé au paysage d'Aix-Marseille-Provence? Merci. C'est embêtant, ça commence mal. Donc d'abord, très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Si j'ai bien compris, effectivement, c'était lancé quelques idées, mais c'est bien le public et les gens présents qui vont travailler, donc ne pas être trop long, ça sera ma feuille de route. Puis vous dire que je suis triplement illégitime, c'est une façon de répondre à votre question, triplement illégitime pour prendre la parole aujourd'hui, mais tant pis, je le fais quand même, puisque je suis venu, j'ai traversé la France, donc je l'ai fait avec plaisir. D'abord, je ne suis pas paysagiste. Je suis urbaniste et donc pour moi le paysage, j'en dirais quelques mots, évidemment c'est le thème de la conférence, c'est quelque chose d'important aujourd'hui dans la composition du projet de territoire, Madame la vice-présidente, mais c'est une des entrées possibles. Donc il y a quelque part une usurpation d'identité que je ne peux pas assumer, je suis urbaniste et pas paysagiste, mais je travaille avec la question du paysage parce qu'aujourd'hui c'est devenu une porte d'entrée fondamentale. La deuxième chose qui me fait dire que je ne suis pas tellement légitime, c'est que je viens d'Aix-Marseille et que j'ai beaucoup travaillé sur l'aménagement de la métropole Aix-Marseille et sur les territoires méditerranéens. Et donc vraiment, il faut absolument que je m'interdise de causer de ce territoire, puisque quand on fait de l'aménagement et de l'urbanisme, on a une approche charnelle. Alors, on connaît, moi je ne connais pas ici. Vous imaginez l'axe Seine pour un Méditerranéen, c'est la planète Mars. Donc surtout ne pas parler de ce territoire. Pardon, Madame la vice-présidente. Et puis la troisième source d'illégitimité, c'est d'où je parle. Effectivement, c'est dans le cadre des travaux POPSU, donc, qui cherchent à lier les universitaires et le monde de l'action publique. Mais là, je ne serai ni l'un ni l'autre, puisque je travaille, si je parle de la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est plutôt en tant que consultant, parce que depuis 2015, avec un certain nombre d'équipes d'architectes, notamment l'agence De Villers et associés, j'ai travaillé dans le cadre de la mission de préfiguration, c'est-à-dire comment on construit ce grand territoire métropolitain. Et aujourd'hui, je suis co-responsable de l'élaboration du SCOT de la métropole Aix-Marseille-Provence en tant que consultant. Donc, mes réflexions, ce seront les réflexions d'un homme d'action. Ça ne sera pas une réflexion pas complètement de chercheur et pas complètement d'élu. Voilà, donc ceci étant posé, 1000 excuses pour ce décalage. Alors, trois mots sur introductif, et puis après quelques images. Là aussi, mon propos sera rapide. Donc surtout pas parler d'ici, mais parler de là-bas, c'est-à-dire quelque part entre la montagne Sainte-Victoire, chère à Paul Cézanne, et les calanques marseillaises. Comment est-ce que la question du paysage est rentrée dans le débat, et qu'est-ce qu'on en a fait, et là où ça bloque. En fait, c'est ça que je voulais vous dire, vous poser, et comme retour d'expérience quelque part, charge à vous, ici, sur votre territoire, merci beaucoup, d'en faire ce que vous voulez. En plus ça marche. Alors, trois propos introductifs sur la question des paysages. Le paysage, il s'est invité assez récemment dans l'aménagement du territoire. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Ça fait une vingtaine d'années. Et donc, c'est la façon dont aujourd'hui on travaille. La question des paysages nous incite à travailler à plus grande échelle. C'est ce que je vous montre dans ces diapos-là. Cette idée que finalement, vous voyez en bas, alors là aussi, je ne sais pas du tout où vous en êtes en termes politiques et institutionnels,
Mais vous avez comment la question des paysages change le regard sur un territoire. Vous avez la petite carte en bas, c'était les anciennes intercommunalités. Je ne reviendrai pas sur les débats entre Aix et Marseille qui se détestent, mais ce n'est pas propre à ces territoires-là. Et donc vous avez des territoires comme ça qui se sont construits autour de leur ville-centre, mais qui ne parlaient pas de l'ensemble. Et si on regarde la carte du haut, c'est l'idée de dépasser évidemment ces frontières institutionnelles qui n'ont aucun sens dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde de mobilité, pour se représenter le territoire, non pas à partir de découpage administratif, mais à partir des grandes compositions de l'espace. Et notamment, vous voyez tout ce qui relève du vert, qui sont les grands territoires de nature, ou ce qui relève du jaune clair, la question des espaces agricoles. Et donc, le fait de changer de regard, de changer d'échelle. Donc le paysage, ça nous incite à penser différemment les jeux institutionnels, mais je vous donnerai des exemples. Le paysage, ça change d'échelle aussi à un niveau plus micro. Je vous donnerai des exemples sur la question des rapports entre la ville et la nature, sur la question des limites d'urbanisation, la question de comment on fait muter le périurbain. Donc la question des paysages, ça nous dit des choses sur nos découpages administratifs et sur l'aménagement de l'espace. La deuxième chose que je voulais dire sur les paysages, c'est que c'est quand même une approche, alors c'est une approche qui est liée aussi, qui entre en résonance, excusez-moi, avec les grands enjeux du XXIe siècle. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on retrouve la question des paysages ? Il y a cette question de transition écologique, la question de la place de l'énergie, je vous ferai une diapo là-dessus, la question de la résilience alimentaire, la question de la gestion des risques, d'érosion de biodiversité. Et donc finalement, la question des paysages, elle rentre de la nature en ville, de la lutte contre les îlots de chaleur. Bon, enfin, je peux le faire à l'infini, mais il y a cette idée que s'intéresser au paysage, c'est pas le paysage en tant que tel. Je vous ai dit que j'ai pas d'approche sensible, hein. Je serais horriblement techno dans mon propos, mais s'intéresser au paysage, ça nous permet de dialoguer dans les politiques d'aménagement avec des enjeux aujourd'hui structurants pour le XXIe siècle. Raconter ça. La question des paysages, je parlais de changement d'échelle, ça nous permet aussi parce que je parlais de macro et de micro, mais ça nous permet aussi de travailler sur la question des liens. Là aussi, quelle que soit l'échelle, je ne sais pas ce que vous en ferez autour de Rouen, mais je peux vous dire ce que nous, on en a fait autour d'Aix-Marseille. C'est la question de la métropolisation. La métropolisation, on est sur des phénomènes d'étalement urbain, de limites beaucoup plus difficiles. Où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête ? Chaque territoire a son débat, j'imagine. Et donc la question des paysages, ça permet justement d'essayer de travailler ces liens, le proche, le lointain, et ces questions de transition et ces questions de complémentarité. Vous en parliez, Madame la Vice-Présidente, sur le fait que la somme des parties est supérieure à chaque partie pris de façon individuelle. Et la question des paysages, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça nous permet de réfléchir à le lien entre la ville et la campagne, la ville et le périurbain, la ville et le rural, la ville et l'agriculture, et de voir comment tout ça s'interpénètre. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des entrées séparées. Et c'est important la question des paysages parce que cette question d'interpénétration et de travailler la ville dans toutes ses dimensions avec les formes de solidarité urbain-rural, par exemple, de solidarité entre la métropole et les autres, ça c'était le thème d'une des recherches POPSU, la question des paysages, elle se prête bien à ça parce qu'on voit bien les synergies et les liens. Voilà. Et donc, si je dis ça, c'est que dans la question des paysages, il y a aussi quelque part une commande politique qui est comment est-ce qu'on pense les territoires à une plus grande échelle. Et donc, ça renvoie au débat très franco-français, mais pas seulement, sur les intercommunalités XXL, sur les politiques d'aménagement qui changent d'échelle. Et donc, la nécessité de faire du lien entre tout ça. Et donc, la question des paysages, elle s'invite aussi au moment de ce changement d'échelle. Et si je reste sur Aix-Marseille-Provence, je vous donne juste 2-3 éléments. C'est aussi une façon de fabriquer du consensus, la question du paysage. La question, elle s'invite dès 2013 sur notre territoire, lorsque Marseille, alors Marseille-Aix et la Provence, c'est pas que la ville de Marseille, sont capitales de la culture. Et donc, on va avoir un travail sur les liens entre les différents territoires, et un travail d'appropriation par les habitants sur leur cadre de vie. Et la question des paysages, ce n'est pas seulement les grands paysages. Je parlais de la Sainte-Victoire, du massif de la Sainte-Baume. Enfin, pour ceux qui se promènent, on peut faire une carte postale à la Jean Giono, mais ce n'est pas ça l'idée.
Mais c'était aussi les grands paysages industriels, c'était le lien entre la ville et la campagne. Donc cette idée qu'il fallait donner à voir le lieu dans lequel on vivait. Donc des formes d'appropriation de lecture pour s'approprier, pour donner envie, pour faire territoire en fait, pour donner envie de construire un projet collectif. Ça c'est bien ce qui vous lie. Et donc il y a une idée derrière. Et la question des paysages sera reprise entre 2013 et 2015, excusez-moi, par la mission de préfiguration de l'État sur la métropole, et qui va faire un concours international d'aménagement et d'urbanisme avec 3 grandes équipes. Et là, la mission va beaucoup s'appuyer sur la question des paysages pour flatter l'imaginaire local. C'est-à-dire, il fallait créer un fil directeur sur ce grand paysage, et sur ce grand territoire. Et vous comprenez bien, là je me fais taquin, que la question du paysage, c'est quand même plus sexy, c'est quand même plus vendeur que la question de la péréquation financière, la question du développement des zones d'activité ou la question de, je ne sais pas quoi, des grands contrats de mobilité. Vous me suivez? Donc la question du paysage est aussi un combat politique. Je ferai le même discours sur l'invention du Grand Paris, où par quoi je rentre pour construire un sens citoyen sur des territoires que l'on a du mal à appréhender. Ben, le territoire donne ça aussi. Enfin, la question du paysage permet ça. Voilà. Donc ça, c'était mon petit élément de présentation. Pourquoi le paysage? Et après, alors, deux, trois questions. Qu'est-ce que ça donne? Puisque dans le cadre du SCOT de la métropole, on a continué à travailler sur ces questions-là, parce qu'effectivement, ça crée du sens et c'est plutôt consensuel. Alors, je vous donne quelques images. Je ne sais pas, j'espère que ça vous servira. Alors ça, c'est une carte que j'aime bien montrer. C'est que historiquement, sur le territoire de la métropole, avant que l'État nous impose la métropole, il y avait 6 intercommunalités qui se détestaient et qui chacune faisait leur politique d'aménagement dans leur coin et qui chacune faisait leur SCOT. Et donc ça, les taches de couleur, c'est les 6 SCOT. Donc c'est qu'on arrivait à mailler le territoire par des schémas d'aménagement qui se tournaient le dos. Et chaque SCOT, chaque tâche de couleur avait sa ville-centre. Donc le rose, par exemple, c'est la ville d'Aix, et donc le SCOT s'organisait autour de la ville d'Aix. Le bleu en dessous, c'est la ville de Marseille, et donc le SCOT s'organisait autour de la ville de Marseille. Le rouge, c'est Aubagne, et j'arrête là, vous avez bien compris. Alors c'était intéressant parce que vous avez un territoire qui est morcelé, et vous avez du blanc. Le blanc, c'est quoi? Le blanc, c'était les grands éléments de nature, c'est les massifs, c'est le parc des Calanques, c'est la Sainte-Baume, mais finalement, c'était des choses, des territoires, des espaces qui étaient protégés, qui ne faisaient pas sens. C'est du blanc. Et vous aviez des espèces de politiques d'aménagement comme ça qui se tournaient le dos. Et évidemment, quand on réintègre la question des paysages, on change le regard. C'est-à-dire c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas les grands espaces métropolitains de nature qui sont en blanc, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est bien la tâche urbaine qui devient finalement, c'est le gris foncé ou le blanc, qui devient finalement anecdotique. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer voilà, la composition, les éléments de paysage qui aujourd'hui permettent de parler de la diversité de ce territoire et de l'imbrication des enjeux, des géoterroirs. Donc, changement radical de regard. Puisque je suis sur le changement radical de regard. Ah, non. Bon, tant pis. Alors ça c'est aussi c'est une carte de la métropole. Et je voulais vous dire si ce qui était périphérique, lorsqu'on change d'échelle et qu'on parle à l'échelle des grands paysages, devient central. Tout à l'heure, je vous ai montré la carte de couleur des différents SCOT. Et puis il y a des moments où c'est pour ça que j'arrive pas à revenir en arrière sur votre truc. Ah si. Tchac, voilà. Vous voyez la jonction entre le rose et le bleu. Finalement, c'était des franges périphériques dans le politique d'aménagement des intercos. C'était pas très important. De la même façon, l'étang de Berre, qui est la grande tache bleue, vous aviez un certain nombre de SCOT et donc d'indépendance politique qui se déroulaient autour, et il n'y avait pas de schéma cohérent. Lorsque je change d'échelle, finalement, aujourd'hui, ça c'est des cartes issues des travaux dans le SCOT, c'est bien les zones de couture qui deviennent aujourd'hui des enjeux de centralité. Donc ça, c'est les secteurs à enjeu de la métropole. Sur le haut de la
carte, c'est la vallée de la Durance. Excusez-moi, je suis obligé d'aller vite. Vous avez la vallée de l'Arc, vous avez la vallée de l'Uvonne, vous avez le golfe de Marseille, l'étang de Berre. C'est-à-dire ce qui n'était pas pensé ou pensé de façon périphérique dans l'aménagement, lorsqu'on change d'échelle, devient central. Voilà un des messages que je voulais faire passer. Deuxième message que je voulais faire passer, ça c'est une carte, alors c'est très technique et je vais très vite. En fait, on va travailler donc sur les paysages à toutes les échelles, les grands paysages bien protégés. La Sainte-Victoire est un site inscrit, classé, enfin tout va bien. C'est immuable jusqu'à la fin des temps. Mais cette carte, elle vous montre que dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y a des choses classées et puis il y a des choses qui ne sont pas protégées et sur lesquelles il va peut-être falloir réfléchir dans le cadre du projet métropolitain. C'est ce qui est en rose sur ma carte. C'est que finalement, mes grands espaces naturels ou agricoles, ils relèvent de régimes différents. Et donc peut-être que si on travaille dessus, il va falloir justement sortir des grands éléments de nature protégés par les politiques nationales pour intégrer davantage la nature ordinaire, le périurbain, dans des politiques d'aménagement. Donc ça, voilà un débat métropolitain. On peut aussi se poser la question, je suis toujours à la grande échelle, sur la question de la tâche urbaine et montrer comment la tâche urbaine se déploie à travers le relief. Alors ça, c'est quelque chose qui était intéressant, parce qu'à l'échelle des SCOT de tout à l'heure, on ne savait pas le faire. C'est-à-dire qu'il y avait un relief, il y avait une montagne, et puis de deux côtés, il y avait deux intercos qui se tournaient le dos, et puis finalement, chacun faisait son truc dans son coin. Là, on se retrouve finalement avec voilà les éléments de relief, et voilà à quoi ressemble la métropole Aix-Marseille-Provence, polycentrique, disséminée, et en fait, avec une tâche urbaine qui rentre dans sa place, c'est-à-dire qu'elle s'est prolongée dans les interstices des vallées en essayant de contourner les grands éléments de massif et de relief qui caractérisent le territoire. Donc ça, c'était le poids de la géographie. Et puis, à ces échelles aussi là, puisque tout à l'heure, vous avez un atelier habitant, il y a la géographie, puis il y a la volonté des habitants. Alors j'aime bien aussi montrer cette carte. Je ne sais pas où vous en êtes, mais nous, c'est un problème, pas seulement chez nous. C'est le fait que lorsqu'on change d'échelle et qu'on est sur des grands territoires, en fait, les habitants quittent les villes-centres pour habiter dans la périphérie. Donc, ce qui veut dire que là, vous avez une carte de la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est à peu près tout le département des Bouches-du-Rhône. On a quelque chose comme 50 km d'épaisseur entre la mer et le nord de la métropole. Et vous voyez les points rouges, les points chauds, c'est là où les habitants vivent aujourd'hui. C'est les aires d'extension et d'accueil démographique, et c'est les villes-centres qui peinent à jouer leur rôle. Pourquoi je vous raconte ça? Mais parce que l'aménagement, c'est aussi avec les habitants, c'est pas que la question des paysages. Et puis, il y a la petite carte sur le côté. Pourquoi est-ce que les gens ils vont dans le rouge foncé? Parce qu'en fait, vous le lisez pas bien, mais c'est que dans le rouge foncé, c'est plutôt des petites communes dans lesquelles ils vont dans le pavillonnaire. Et en revanche, ce qui est bleu foncé, c'est le collectif. Et en fait, les gens ne veulent pas de collectif. Donc, il va falloir qu'on s'approche de ça. Voilà, donc si je dis ça, c'est qu'à partir des reliefs et des grands paysages, on commence à construire une nouvelle vision de la tâche urbaine. Là c'est des travaux avec l'équipe de Villers. Vous voyez, donc vous retrouvez la tâche urbaine et vous regardez les petits traits noirs. On s'est amusé à voir, mais finalement, où sont les continuités urbaines? Où est-ce qu'il y a des formes, quelles que soient les appartenances institutionnelles ou les limites communales, on s'en fout, mais on arrive à montrer qu'il y a une forme de ville linéaire de Istres à Aubagne, pour ceux qui connaissent, qui va passer au sud de l'étang de Berre, qui va pointer sur Marseille et qui repart le long de la vallée de l'Uvonne. Et donc ça, c'est intéressant parce que je fais de l'aménagement un peu stratégique sur la question du positionnement des densités urbaines, des moyens lourds de communication. Voilà. Et donc, on a un autre regard comme ça de la métropole. Comme le temps passe, j'accélère. Donc, le ou les paysages, là, j'étais plutôt sur les grands paysages. Mais ce n'est pas que ça, les paysages. Je vous donne d'autres exemples. La question des armatures métropolitaines, des secteurs à enjeu, j'en ai parlé. Et puis, il y a la question des paysages du quotidien. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément que sur les grands massifs en tant qu'urbaniste. Et je vous donne quelques illustrations. On a tiré des fils, le on étant les architectes urbanistes qui travaillent aujourd'hui sur le SCOT, sur qu'est-ce que la question des paysages pourrait nous apporter dans nos politiques de planification et dans SCOT et PLUI, donc en termes réglementaires. Alors on peut travailler sur des aspects positifs et négatifs, hein, ce n'est pas les vacances là, donc ça c'est des cartes, c'est des photos positives, après j'en ai les plus négatives. Chez la question par exemple de l'intrication entre les
territoires agricoles et les massifs. Ça, c'est propre à chez nous. Je ne sais pas quels sont les paysages du quotidien chez vous. Et donc, le fait qu'on peut avoir de la vigne, du massif, vous le voyez, ou comment dire, une olivette. Et donc, on n'est pas du tout sur de la grande plaine agricole. On a des formes d'intrication très, très fines entre les paysages agricoles et naturels. Ça dit des choses et ça permet d'avoir un discours où que l'on soit sur la métropole, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. La question de l'eau, là aussi, donc je crus deviner que c'était un peu central chez vous, mais chez nous en Provence, on n'a pas vraiment de fleuve, hein, je dois vous faire un aveu. En revanche, comme l'eau est précieuse, on a des canaux d'irrigation qui descendent des châteaux d'eau des Alpes, et ces canaux, on les a progressivement oubliés, ou alors on les a même, c'est horrible, on les a couverts, on les a sécurisés avec du grillage pour pas que les enfants... Et c'est con parce que c'est des éléments de composition urbaine et c'est des éléments de biodiversité, de trame bleue. La question des grandes plaines agricoles ou la question, la photo en bas à droite, c'est les cabanons. Et c'est les éléments de patrimoine avec des grands jardins. Là, on est dans le nord de Marseille. Donc, qu'est-ce qu'on fait des grands jardins, c'est-à-dire la nature en ville? Là, je renvoie au débat de ce matin. Lausanne, densifier, pas densifier. Est-ce que je coupe les arbres pour faire un collectif avec Bouygues sur la photo du bas? Et ça c'est un débat d'aménagement du territoire très concret. Puis, je vous ai dit, il y a des trucs moins sympas quand même. Hein. Il y a la question des villas, des extensions pavillonnaires. Comment est-ce que je règle cet amoncellement de maisons fermées qui aujourd'hui sont des lieux prioritaires d'installation des gens, qu'on le veuille ou non, donc ça veut dire qu'il va falloir les traiter. Vous avez des questions, c'est en haut à droite, je ne sais pas si vous avez ça, mais chez nous, chez nous, enfin dans le sud de la France, c'est la question des centralités commerciales qui se déplacent des noyaux urbains pour être sur les ronds-points. Et donc ça vide les communes et c'est lié à la dépendance automobile. Oui, je sais. Non, ici, je ne sais pas. Les Bretons, ils sont très forts avec ça aussi. Et donc, ce truc-là nous emmerde parce que ça change des entrées de ville et ça pose des problèmes en matière d'aménagement et d'urbanisme. Vous avez la question en bas à gauche, c'est les copropriétés fermées. On a beaucoup ça. Donc là aussi, je suis sur la qualité de vie et les questions du paysage au quotidien. C'est-à-dire que j'ai la montagne derrière, je peux partir en rando, je la touche. Manque de bol, il y a une copro fermée, je ne peux pas traverser, je ne peux pas accéder à la nature, c'est un peu ralent. Et puis en bas à droite, c'est les questions de limites d'urbanisation. Là, je suis sur le nord de Marseille, vous aurez reconnu un bassin de rétention des eaux, en disant mais est-ce qu'on ne peut pas traiter ça un peu différemment? Voilà quelques illustrations. Et puis pour terminer, puisque donc là j'ai joué sur les échelles, le grand paysage et le paysage du quotidien, on peut s'amuser. Et 2 ou 3 slides encore pour dire que jusqu'à présent, le paysage permet de construire du projet de territoire, il permet justement de parler à tout le monde. Mais la question des paysages, c'est aussi il y a aussi du débat derrière. Je vous montre 2 exemples, je pourrais en avoir d'autres, mais je serai trop long. La première, c'est la question de l'alimentation. Alors cette carte, elle est intéressante, vous ne pouvez pas la lire, mais je vous la dis vite. C'est la question, c'est les productions alimentaires. Parce qu'aujourd'hui, le discours il est dans la résilience alimentaire, programme alimentaire territorial, circuit court. Enfin, là, je peux ne pas me tromper, vous êtes aussi confrontés à ça, il n'y a pas de raison. Mais le problème, c'est jusqu'où on va. Parce que, alors, on est d'accord sur les ananas, on ne va pas y arriver, ni chez vous, ni chez nous. En revanche, si j'étudie l'agriculture métropolitaine chez moi, eh ben, ça veut dire que là, en gros, ce qui est blanc, c'est la côte, c'est-à-dire là où il y a 1 million d'habitants autour de Marseille. Les habitants sont là, mais il n'y a pas d'agriculture ou très peu. Et en revanche, il faut que je remonte au nord pour avoir un certain nombre de productions agricoles. Alors, je vous fais grâce des codes couleurs, hein, du pinard à l'huile d'olive et des céréales au maraîchage. Mais si vous voulez, ce changement d'échelle, il me permet de réfléchir de façon plus globale à la question de la souveraineté alimentaire du territoire et la nécessité de changer d'échelle, mais aussi la nécessité d'avoir un débat, c'est-à-dire agriculture bio, pas bio, maraîchage, agriculture intensive, la question des infrastructures agricoles, hein, vous ne savez peut-être pas, mais une grande partie des salades bio mangées en Europe viennent des taches bleues qui sont là sur la gauche pour moi de l'écran, avec des serres chauffées, c'est pas terrible. Vous savez que pour manger des pêches de Provence, on fait sauter le sol
le poudingue de la plaine de Crau à la dynamite. On met un sol artificiel avec un substrat et on nourrit ça aux produits chimiques et à l'eau. Ça marche très bien, on a de très bonnes pêches. Donc il y a un débat sur l'agriculture. Mais ça permet de changer d'échelle. Plus grave, faudra-t-il irriguer les vignes pour avoir du rosé provençal frais l'été ? Deuxième et dernier exemple, j'en aurai fini, 2 diapos, c'est paysage et transition énergétique. Là aussi, la transition énergétique, ça va prendre de la place. Je pense qu'on sera tous d'accord pour la faire. On avait un débat à midi, est-ce qu'on va mettre sur les panneaux, sur les toits ? Il n'y a pas de problème. En Provence, on a du soleil, donc je vais vous parler photovoltaïque. Le problème, c'est que les panneaux sur les toits, ça va être trop long, trop compliqué, trop propriété privée et peut-être pas assez de toits. Donc il y a la question de, est-ce qu'il faut que les paysages, nos espaces naturels et agricoles participent à la transition énergétique. Vous voyez le débat, vous lisez le Figaro. Est-ce qu'il faut des éoliennes ? Est-ce qu'il faut des fermes photovoltaïques ? Et donc ça, c'est un débat qu'on a eu et qui vont venir évidemment en compétition d'espace avec mes espaces naturels et agricoles. Et donc 2 cartes pour terminer. Ça, c'est le projet aujourd'hui de la métropole. Chacun, comme je suis consultant, je serai parfaitement neutre. Le choix a été fait par les élus du territoire de ne pas toucher aux espaces naturels et agricoles. Donc la transition énergétique sera forcément limitée aux espaces anthropisés, mais on sait que la métropole, dans ses choix, ne pourra pas être autosuffisante en matière d'énergie. C'est un choix. D'autres stratégies sont possibles, et ça, c'est vraiment ma dernière diapo. C'est le PADD du SCOT des Vosges centrales, où là, le territoire, partout, dès que c'était possible, a fait dans ses documents d'aménagement, donc à portée réglementaire, chiffrer les gisements de NR. Alors, vous le voyez, que ce soit en matière d'éolien, en matière de solaire, en matière de géothermie, que ce soit en toiture sur les espaces naturels. On a un SCOT hyper proactif qui dit de toute façon, dès que c'est possible, on va autoriser le déploiement de NR parce qu'il faut ce qu'il faut. Voilà. Donc, ça, c'est des débats aussi qui ont trait au paysage et je vous remercie. Je retiens en particulier 2 choses, mais la première, c'est le changement de regard, c'est-à-dire le changement de regard, ce qui devient central, alors que ça n'était que secondaire auparavant, et comment le changement d'échelle permet ce changement de regard-là. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on voit dépend de comment on le regarde et de ce qu'on regarde dans le paysage, et ce que je trouve... Voilà, 2 éléments intéressants aussi qui peuvent vous nourrir dans l'imagination et dans l'exercice qui va suivre. Voilà, vous pourrez tout à l'heure ne pas hésiter à décrire les paysages qui seront autour de vous en 2050, et donc d'aller piocher dans cette première intervention-là tous les ingrédients sur la question des énergies renouvelables, sur la question peut-être du rosé frais ou non l'été, mais voilà. Voilà, de l'ensemble de ce qui compose ce paysage. Je m'arrête là et je voulais savoir s'il y a quelques questions dans la salle éventuellement avant de passer à la deuxième intervention. Bonjour, Eddy Poitras de l'ADEME en direction régionale Normandie. Vous nous avez fait une présentation, on va dire, du paysage principalement actuel. On sait qu'avec les évolutions du climat, il y a pas mal de choses qui vont changer, notamment en végétation, etc. etc. Comment vous l'intégrez dans vos réflexions ? Ça fait partie des... Je ne sais pas comment on va l'intégrer. En ce sens qu'il y a un débat aujourd'hui sur les mutations, alors que ce soit les espaces agricoles, je parlais du rosé, c'est une vraie question, mais sur les espaces naturels, notamment les espaces boisés, des contreforts, des montagnes, c'est pareil. Aujourd'hui, on a du mal à le penser. C'est-à-dire qu'on reste sur la continuité de l'existant. C'est pas que ce soit satisfaisant, mais ce sont aussi des choix d'élus qui ne veulent pas aller trop loin dans le dévoilement des risques et des enjeux du territoire.
J'ai plein de cartes comme ça qui sont problématiques, alors que ce soit les effets du changement climatique sur la biodiversité, ou que ce soit la question des risques, par exemple, la question des risques inondations. J'ai failli, puis je me suis dit non, je serai trop long. C'est-à-dire qu'on a pensé les grands paysages et mes grands reliefs. Ça me permet aussi notamment de travailler sur la question des crues et la question des zones inondables. Donc aujourd'hui, on sait faire, mais de là à ce que ça soit traduit dans un document politique, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, hein, n'hésitez pas. Ah, encore monsieur. J'ai le sentiment que quand on a ce type de réflexion, on est beaucoup presque sur de la défensif, c'est-à-dire préserver. Est-ce qu'il y a aussi des réflexions de, je sais pas, provoquer positivement des choses qui ne sont pas forcément présentes, mais qui pourraient manquer, en se disant mais pourquoi on n'ajoute pas ceci ou cela, pourquoi on ne va pas vers, plutôt que oui, simplement préserver ce qu'on connaît, ce qu'on a connu, y compris s'il y a des inconvénients à ça. Pour vous répondre, il faudrait que je développe l'histoire du territoire de la métropole Provence. En fait, on part de loin. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le SCOT et la question du grand ou des paysages du quotidien, ça permet d'essayer de construire pour la première fois un discours un peu consensuel entre 93 communes qui se sont toujours tourné le dos. Donc, ce qui veut dire qu'on est en train de régler le passif et que les questions d'avenir, j'ai envie de vous dire, ça c'est pas pragmatisme, ça sera le SCOT numéro 2. Alors, ça peut vous donner des idées d'ambition sur votre territoire. Le message est passé. Si vous n'avez pas d'autres questions, après ça peut venir aussi tout à l'heure, hein. On va laisser donc Jean-Louis Verger, qui est responsable prospective énergie ressources 2050 à l'ADEME, nous présenter son travail sur les 4 scénarios de transition, sachant que c'est dans ce cadre ensuite, dans ce cadre contraint que vous allez devoir écrire. C'est-à-dire que vous aurez à choisir à évoluer, à faire évoluer vos personnages en 2050 dans l'un des 4 scénarios qui vont vous être présentés. Donc, soyez attentifs. C'est super sérieux, ça. Bien, bonjour. Merci de l'invitation. Donc, effectivement, je vais vous parler de notre paysage à 2050, paysage sociétal, pas très physique, encore que vous allez voir, on va parler de choses très concrètes. Juste 2 mots, l'ADEME, c'est une agence de l'État, voilà, agence à caractère industriel et commercial. Et donc, on a le siège à Angers, il y a des directions régionales, à Eddy Poitras, on fait partie de la direction régionale Normandie pour accompagner tous les acteurs des territoires pour avancer dans les transitions. Alors, on a fait un exercice effectivement de prospective. Alors, la prospective, c'est pas une boule de cristal, hein. On imagine des choses. Voilà, il y a plusieurs façons de faire la prospective, mais on est bien conscient qu'on ne donne pas des images de la réalité de ce qui va se passer pendant les prochaines 28 années. On imagine des choses et en fait, ce qu'on a voulu illustrer, c'est les chemins possibles vers la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est quoi? C'est absorber autant de CO2 qu'on émet de gaz à effet de serre. Une fois qu'on a dit ça, on comprendra à peu près ce que ça veut dire, mais finalement, pour la société, ça veut dire quoi? Et donc là, on a fait un exercice très pédagogique pour montrer qu'il y avait plusieurs chemins possibles. Nous, on en a pris 4, il y en a 10 ou 100 000, hein, évidemment, mais de pouvoir vous montrer les différences qu'il y a entre les scénarios. Et le deuxième objectif, c'était de mettre sur la table un certain nombre d'éléments les plus factuels possibles, parce que ça, c'est le rôle d'une agence de l'État, dans le cadre de l'élection présidentielle, mais évidemment, ça peut intéresser tous les décideurs, publics, privés, et puis chacun d'entre nous. Donc on est parti de 4 scénarios
4 grands scénarios qui avaient été développés par le GIEC en 2018. Et on a appliqué ça à la métropole, hein, il n'y a pas les DOM. Et puis, alors en termes techniques vis-à-vis des gaz à effet de serre, on a regardé la neutralité uniquement avec les émissions de gaz à effet de serre du territoire. On n'a pas intégré les émissions indirectes, c'est-à-dire toutes les émissions qui ont lieu à la fabrication de biens qui sont importés. Ça, on est en train de le terminer. Mais bon, ça va évidemment changer un petit peu les choses, puisqu'on n'aura plus de neutralité, puisqu'on va intégrer des émissions supplémentaires, mais ça ne change pas le fond du problème. Voilà, on a évidemment, il y a un travail sur l'énergie, sur le climat, mais vous allez voir, on a également travaillé sur les ressources, sur les pollutions, notamment l'eau d'irrigation, les sols, la pollution de l'air, évidemment tout ce qui est autour de la biomasse et de l'usage de la biomasse qui est important. On a fait tourner un modèle macroéconomique pour regarder les impacts macroéconomiques. Et puis on a aussi, j'en dirais 2 mots, interrogé 31 personnes d'horizons très variés. Ce n'est pas un panel représentatif de la population française, mais c'est des gens d'horizons très variés pour notamment regarder un petit peu la désirabilité de nos scénarios. Et donc, on a abouti à 4 scénarios. Vous avez ici le nom des scénarios: génération frugale, coopération territoriale, technologie verte et pari réparateur. J'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Et vous avez pour chacun des scénarios 7 mots-clés qui ne sont pas tous sur le même plan, hein. C'est volontaire. C'est une espèce une présentation un peu pointilliste de chacun de ces scénarios. Et donc là, normalement, on doit pouvoir vous passer une vidéo de 4 minutes qui vous donne un résumé de ce qui ressort de ce travail sur les scénarios. Et je vous vois tous avec vos smartphones, ne vous inquiétez pas, vous aurez la version Nous en papier sommes tous des parfaitement scénarios. conscients. Allez-y pour la vidéo. Nous en sommes tous parfaitement conscients. Des transformations importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'est-ce que la neutralité carbone ? C'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons, grâce aux forêts et au sol. Complété si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui. Pour dessiner les chemins possibles pour y arriver, l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite. Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Elle prend la forme de 4 grands scénarios, chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de société différents. Le premier scénario, génération frugale, pose les bases d'une refonte importante de notre société. La transition est conduite par la contrainte, par la sobriété et par la technologie. La capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi, pour mobiliser autour de la nature sanctuarisée et autour d'une économie du lien plus que du bien. La neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels, forêts et sols. Le deuxième scénario, coopération territoriale, pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée. Le système économique vers une voie durable, sobre et efficace. Des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués, ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés. La neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels. Le troisième scénario, technologie verte, mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux. Les manières d'habiter, de se déplacer ou de travailler ressemblent à celles d'aujourd'hui. L'État planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés. La neutralité carbone n'est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées. Enfin, le quatrième scénario, pari réparateur, permet de conserver nos modes de vie actuels en pariant sur des solutions techniques. La société place sa confiance dans sa capacité à gérer, voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques, avec plus de ressources matérielles et financières. Un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures. La neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage du CO2 dans l'air, à l'état de pilote à ce jour.
Ces différents scénarios soulèvent ainsi 5 grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer. La sobriété, jusqu'où? Qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable? S'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité? Quelle économie du bâtiment demain? Quel modèle industriel sera mis en place? En bref, cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible, mais repose sur des paris forts, qu'il est impératif d'agir dès maintenant, qu'elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. Que la réduction de la demande en énergie, et donc de biens et de services, est le facteur clé pour l'atteindre. Que l'industrie va devoir se transformer, que le vivant est un des atouts principaux de cette transition, que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre le changement climatique, que la pression sur les ressources naturelles varie d'un scénario à l'autre et devra être statuée, et que les énergies renouvelables sont indispensables. Tout y est détaillé pour que vous, décideurs et citoyens, puissiez faire le bon choix pour les 30 années à venir. Prendre conscience du défi à relever est une chose, agir maintenant est une priorité. Et nous sommes là pour vous accompagner. Voilà, donc vous avez un aperçu un petit peu de chacun des scénarios avec ses avantages et ses inconvénients. Vous avez vu qu'il y a 5 problématiques qu'on a fait ressortir, sachant que si je résume très grossièrement les 4 scénarios, les 2 premiers, on atteint la neutralité carbone sans technologie, donc uniquement avec de l'absorption de CO2 par les sols et par les forêts. On n'a pas intégré les océans, qui est un autre puits parce qu'on ne l'avait pas dans nos modèles. En fait, essentiellement parce qu'on diminue, il y a des modifications très fortes de changement de comportement, et donc on consomme beaucoup moins de biens et de services, et de fait, on a beaucoup moins besoin d'énergie, et l'énergie qui reste, on la décarbone le plus possible. Et donc, ce sont des scénarios. Le premier, vous l'avez vu, c'est beaucoup par un aspect de contrainte au début. Le second, on est plus dans la persuasion et donc plus vers une évolution volontaire des comportements. Alors que dans le 3 et le 4, on compte beaucoup sur la technologie en général, les technologies, et en particulier des technologies de captage et de stockage du CO2. Il y a 2 types de technologies. Soit je capte le CO2 à la sortie des usines. Voilà, ce sont des technologies qui existent, qui vont encore se perfectionner, etc., mais qui existent, hein, elles sont en fonctionnement. Et puis l'autre, c'est en fait du captage de CO2 dans l'air. Peut-être vu marqué DAX à un moment donné. Voilà, je capte le CO2 de l'air. Et ça, c'est des technologies en devenir. Il n'y a que 2 pilotes dans le monde aujourd'hui. Et donc là, nous, on a fait le pari qu'on avait mis pendant 20 ans suffisamment d'argent, d'intelligence en matière de recherche et de développement pour que ces technologies soient matures sur le plan technique et économique et qu'on puisse les développer et nous permettre d'atteindre la neutralité carbone. C'est pas rien parce qu'ils absorbent à peu près les 2 tiers du CO2 qu'on émet dans le scénario 4. C'est vous dire si c'est un vrai pari technologique. Et donc, ça pose la question effectivement de la sobriété. Pour nous, la sobriété, c'est un changement volontaire de comportement qu'on distingue de l'efficacité technique. Hein. J'achète une voiture qui consomme 2 fois moins d'essence. Je vais toujours faire 12 000 km dans l'année, mais je vais consommer 2 fois moins parce que la technique me le permet. Mais je ne change rien. Alors que la sobriété, c'est, je vais me dire, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre systématiquement ma voiture? Et je vais voir pour faire changer ma mobilité à certains moments. Je prendrai ma voiture à certains moments. Et puis à d'autres, je vais éviter. Et là, on est vraiment sur du changement de comportement. Sauf que la sobriété, par exemple, dans le scénario 1, ça veut dire qu'au lieu de construire 350 000 logements par an, grosso modo, on n'en construit plus que 100 000. Voilà, ça veut dire quoi? Une économie du bâtiment où on divise par 3 la construction de logements neufs et où, par contre, on investit dans l'isolation des bâtiments. En 2050, dans le scénario 1, on met 2 fois moins de voitures en circulation qu'aujourd'hui. C'est quoi une industrie de l'automobile qui, en gros, fournit pour 2 fois moins de véhicules en service? Voilà. Et donc, jusqu'où j'y vais. Sur les puits naturels, parce que les puits naturels, les forêts, je vais beaucoup parler des forêts, des sols aussi, mais je vous parlais des forêts.
Les forêts, c'est du bois, donc ça peut servir à nous chauffer ou à faire des matériaux, mais c'est aussi un refuge de biodiversité, c'est aussi important pour la qualité de l'eau, et puis ça rend des services dits écosystémiques, notamment de loisirs, et comment on trouve un équilibre entre ces trois variables. Et puis sur le régime alimentaire, vous allez voir, il y a des évolutions assez fortes. Le régime alimentaire, c'est 25% de nos émissions de gaz à effet de serre en France. Donc si on ne travaille pas là-dessus, on rejette tout sur les autres secteurs. Et les gaz à effet de serre de l'agriculture, c'est essentiellement l'élevage des ruminants avec le méthane et puis l'utilisation d'engrais chimiques avec le N2O. Alors, quelles conséquences ça a sur le quotidien? Voilà quelques graphiques ici. Donc, vous avez toujours une année de référence. En l'occurrence, là, c'est 2015. On a attribué une valeur 1, ici, par exemple, à la quantité, au nombre de... je ne sais plus, le jaune, pardon. Oui, on est dans la surface habitable. Donc, à chaque fois, le 1, c'est quelle est la surface habitable aujourd'hui. Et puis, on regarde la variation à 2050 dans chacun des scénarios. Vous voyez que la surface habitable évolue relativement peu. Je dis relativement, ça fait peu comme ça. En réalité, c'est effectivement quelques mètres carrés en plus ou en moins. Pourquoi? Parce que dans les scénarios 1 et 2, on réinvestit aussi beaucoup l'habitat collectif. Et puis, on a des habitats où on va mutualiser un certain nombre de choses, et notamment des pièces. C'est-à-dire que plutôt que, notamment, des personnes âgées qui vont continuer à vivre dans leur appartement ou dans leur maison, avec des pièces qui sont inutilisées 98% du temps parce que les enfants ou les petits-enfants ne viennent que quelques jours par an, et bien là, elles vont habiter dans des logements plus petits, mais avec des pièces qui sont mutualisées, où effectivement, ils vont pouvoir recevoir leur famille, alors que dans le 3 et le 4, dans le 4 en particulier, on a un peu plus de maisons individuelles, on consomme plus de sol. Voilà. Et puis, vous avez en rouge l'énergie qui est utilisée pour les logements. Alors, en fait, donc je vous l'ai dit, dans les 1 et 2, on a beaucoup plus de réinvestissement des bâtiments existants. 80% des résidences secondaires sont devenues des résidences principales. Voilà, on réinvestit le vide qui existe aujourd'hui. Alors que dans le 3, on déconstruit beaucoup, on reconstruit beaucoup. Et le 4, on déconstruit, on reconstruit un petit peu moins que dans le 3. Pourquoi il y a des différences? Non pas parce qu'il y a fondamentalement des différences dans les logements eux-mêmes, mais en fait, c'est parce qu'on a beaucoup plus d'équipements, parce qu'on utilise ces équipements de façon beaucoup moins contraignante dans le 3 et dans le 4. Typiquement, dans le 1, 80% des logements sont équipés de climatisation, mais on suppose que les gens sont hyper raisonnables et utilisent la climatisation quand il faut, à la température qu'il faut, 25-26 degrés, alors que dans le 3 et le 4, ma foi, on se lâche. Et puis, il y a beaucoup plus d'équipements, il y a beaucoup d'objets connectés, et donc une consommation d'énergie beaucoup plus forte. Ici, vous avez l'évolution kilométrage quotidien. Là, c'est pour les voitures et les 2 roues motorisées. Donc, vous voyez que dans le 1 et le 2, en gros, on fait 2 fois moins tout à fait de kilomètres en voiture. Et puis, le 3 et le 4, on revient et on dépasse un petit peu ce qui se fait, puisqu'on investit beaucoup plus les mobilités douces. Ici, le vélo. Et vous voyez que par rapport à aujourd'hui, dans le scénario 2, par exemple, le vélo, le kilométrage fait en vélo est multiplié par 11 par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, alors qu'évidemment, sur le 3 et le 4, on est beaucoup plus sur de la voiture. Et là, c'est l'utilisation de l'avion. Dans le 1 et le 2, on utilise l'avion le moins possible quand c'est nécessaire, puisqu'on est sur des sociétés où on essaie de consommer au plus près du besoin. Et à un moment donné, il peut y avoir des besoins de prendre l'avion, ce n'est pas interdit. Mais on va le faire de façon plus raisonnée, alors que dans le 3 et dans le 4, on y va gaiement. Ici, c'est la consommation de viande. Et donc, vous voyez, alors c'est la consommation moyenne de viande d'un Français moyen qui n'existe pas. Il n'y en a pas dans cette salle et il n'y en a même pas à l'extérieur. Il y a des gens qui ont des régimes variés, des gens qui mangent beaucoup de viande, des gens qui sont végétariens ou véganes, etc. Mais globalement, quand on regarde la consommation de viande, eh bien, on voit qu'on divise la consommation de viande par 3 dans le scénario 1. Alors, divisé par 3, ça peut paraître, vous voyez ça dans l'assiette, ça veut dire par exemple qu'il y a 85% du cheptel de viande bovine français qui disparaît. Voilà.
puisqu'en fait, quand je parle de viande, c'est essentiellement de la viande bovine et des porcs. Voilà. Donc ça veut dire aussi que derrière, il va y avoir des abattoirs vont disparaître, et c'est aussi une transformation complète de l'agriculture, puisqu'on est sur une agriculture qui est très majoritairement bio ou à très bas niveau d'intrants dans les scénarios 1 et 2, alors que dans le 3 et le 4, on est plutôt sur une évolution de ce qu'est l'agriculture actuelle. Et de la même façon que je vous ai parlé d'un changement dans l'économie du bâtiment ou dans l'économie de l'automobile, ben, il y a aussi un changement dans l'économie de l'agriculture, de l'industrie agroalimentaire, parce que ce n'est pas que l'agriculture, il y a aussi l'aval. Ici, c'est le nombre d'éoliennes. Alors, je ne vais pas parler de la production d'électricité. En gros, pour faire simple, pour aller vite, dans les 2 premiers scénarios, on a une consommation d'électricité qui est un peu moins ou un peu plus celle d'aujourd'hui. Et du coup, on développe essentiellement les énergies renouvelables en gardant le nucléaire dit de base, c'est-à-dire les centrales nucléaires existantes et puis l'EPR de Flamanville. Dans le scénario 3, il y a 2 solutions, parce qu'on a une consommation d'électricité qui est 35% plus forte que celle d'aujourd'hui. Et là, soit on peut effectivement faire avec le nucléaire de base et développer les énergies renouvelables, et en particulier les éoliennes offshore, avec la technique de l'éolien flottant. Soit on développe moins l'éolien flottant et on met 3 paires de PR supplémentaires. Et dans le 4, on ne sait pas faire sans nucléaire supplémentaire et on développe 5 paires de PR supplémentaires. Et vous voyez qu'en termes d'éoliennes terrestres, là pour le coup, en fait, quels que soient les scénarios, en gros, on double à peu près au niveau métropolitain le nombre de mâts d'éoliennes. Ici, vous avez l'artificialisation des sols. Je crois que vous en avez parlé ce matin. Vous voyez qu'il y a une différence très forte. Alors, c'est sur les 30 ans. Il y a une différence de 1 à 3 à peu près entre les scénarios 1 et le scénario 4. On consomme 3 fois plus de sol dans le 4 que dans le 3. Et vous voyez que en fait, 90%, c'est de la consommation de sol liée aux bâtiments ou aux infrastructures de transport. Quand on dit bâtiment, c'est aussi les parkings, etc. Et l'énergie, quelle qu'elle soit, ENR ou nucléaire, c'est à peu près 10%. Et puis sur l'eau, on a regardé, alors on n'a pas fait beaucoup de travaux, mais on a regardé l'eau d'irrigation. Et vous voyez que dans l'eau d'irrigation, on consomme 2 fois plus d'eau d'irrigation entre le 1 et le 4, alors que l'eau va devenir l'interrogation majeure de nos sociétés. Et est-ce qu'on aura suffisamment d'eau et avec quelle qualité pour pouvoir assurer. Alors là, c'est l'irrigation, mais il y a évidemment tous les besoins en eau. Voilà. Et puis pour terminer, vous l'avez vu dans la petite vidéo, il y a la nécessité d'avoir des transformations profondes. Il ne faut pas se faire d'illusions, même si les scénarios 3 et 4, le 3 en gros c'est un peu le tendanciel, mais en atteignant la neutralité carbone, ce qui n'est pas le cas si on fait du tendanciel sans faire autre chose. Et puis le 4, c'est vraiment l'hypertechnologie. C'est aussi des transformations profondes. Et elles sont forcément difficiles, et donc elles nécessitent de s'organiser et de construire de nouveaux imaginaires. Ça va faire l'objet des travaux de tout à l'heure, mais c'est extrêmement important, cette modification des imaginaires, et notamment dans le 1 et le 2, c'est tout ce qui est autour de la consommation, l'imaginaire de la maison individuelle, de la voiture, etc. etc. Elle suppose donc une mobilisation très forte de la société. Ce qui est important, c'est que ça doit se faire de façon collective, même si je vous ai dit que dans le 1, il y a des réglementations très fortes. On n'est pas dans un système dictatorial, hein, c'est des réglementations, voilà, avec des lois, des décrets, des arrêtés, etc., dans le cadre démocratique qui est le nôtre au niveau national. Et puis 2 points sur lesquels j'insisterai. On a focalisé l'exercice effectivement sur la neutralité carbone à 2050, mais pour autant, on est très conscient qu'il y a d'autres enjeux environnementaux exactement au même niveau, et notamment l'eau, la biodiversité, la qualité des sols et les ressources naturelles en général. On dit les ressources naturelles, au niveau international, ça comprend notamment les matériaux de construction, les métaux, bien sûr tout ce qui est la biomasse, l'eau et puis les énergies fossiles. Et dernier point, c'est qu'il y a aussi une dimension sociale. Nous, on a fait un exercice, j'allais dire, hors social.
Mais il est évident que la société doit aussi se poser la question des inégalités et dans la mesure où je vous ai parlé de diminution, d'évolution en diminution des consommations, il est évident qu'il faut juste avoir en tête qu'il y a 15-20% de nos concitoyens qui n'atteignent pas leurs besoins de base, se loger, se nourrir, s'alimenter, s'éduquer, se cultiver, se soigner, etc. Donc ceux-là, ils vont peut-être consommer plus. Par contre, c'est les 20% qui restent qui vont devoir revoir un petit peu tout leur schéma de consommation. Et puis, il y a aussi l'attractivité des territoires, qui est un élément extrêmement important, où on a fait un exercice très général hors sol, alors pour le coup, puisque je vous dis, on a prévu 16 ou 18 000 mâts d'éoliennes, ne me demandez pas où, on n'a pas fait la répartition. Voilà. Et donc, vous allez trouver sur le site Transition 2050 pas mal de communication large public. Voilà, vous avez retrouvé la vidéo. Vous avez un résumé exécutif qui fait 12 pages, qui est vraiment lisible par tout le monde. Voilà, on a fait un partenariat avec So Good. On a imaginé pour chacun des scénarios 3 faux reportages, évidemment, 2050. Voilà, il y a des podcasts, il y a des infographies. Et puis, si vous voulez prolonger, il y a l'outil qui s'appelle nosgestesclimat.fr. Et donc, vous retrouvez tout ça ici. Voilà, merci. Et donc, il y aura bientôt vos récits aussi qu'on pourra retrouver en ligne. Alors, rassurez-vous, vous allez donc ensuite passer à l'écriture, mais vos scénarios, vos récits ne seront pas corrigés par Jean-Louis Dubois pour vérifier si oui ou non c'est vraiment le scénario 1, 2, 3 ou 4. L'idée, c'est juste de vous apporter des éléments qui vont pouvoir vous faire réfléchir. Vous ne serez pas obligé d'aborder l'ensemble des thématiques et des points et des facettes des différents scénarios. Ce qui sera avant tout important, et je pense qu'on peut se le fixer comme un objectif aussi, c'est d'une part d'être positif, mais aussi de s'amuser à partir de ces scénarios. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, tout au fond là-bas, monsieur. Bonjour, Aurélien Leroy, moi je suis élu à Grand-Queville et je travaille à la DIDVS, donc c'est la délégation interministérielle du développement de la vallée de la Seine. Et moi j'ai une question sur justement la neutralité carbone. La neutralité carbone elle concerne le scope 1 et 2. Est-ce qu'on a des solutions aussi pour le scope 3 qui est le plus important en termes de consommation, en termes d'émissions? Alors, bon, normalement, la neutralité carbone, elle a été conçue dans le cadre de la conférence de Paris au niveau planétaire, en fait. Voilà. Par contre, il faut bien qu'on fasse des politiques et donc chaque État regarde comment lui-même peut atteindre la neutralité carbone, mais en fait, elle s'apprécie globalement. En fait, elle est sur l'ensemble. Alors, nous, on n'a pas intégré, parce qu'on n'avait pas les outils, effectivement, ce qui était produit à l'extérieur, mais ça fait partie, effectivement, de la consommation. Et dans les scénarios 1 et 2, comme on consomme beaucoup moins, on importe beaucoup moins de produits de l'extérieur. On essaie, alors dans le 2, par exemple, on est plus sur un scénario dit de réindustrialisation, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des produits au niveau national qu'on ne fabriquait pas jusqu'à présent. Et on est effectivement bien conscient que les produits qu'on importe, ils ont des impacts en matière notamment de climat, pas que d'ailleurs. Donc c'est les deux en fait. Enfin, je veux dire, c'est les 3 scopes qui sont importants et sur lesquels il faut travailler. Donc c'est pas parce qu'on arrive à la neutralité carbone sans intégrer nos importations qu'on se dédouane de ces importations. Il faut vraiment avoir en tête que le 1 et le 2, on limite énormément les importations et les exportations. C'est pas de l'autarcie, c'est pas un retour à un village gaulois, mais voilà, on aura moins besoin, au lieu d'acheter une machine à laver tous les 7 ans ou 10 ans parce qu'elles ne tiennent pas le coup, eh bien on achètera une machine à laver au bout de 20 ou 25 ans parce qu'elles seront plus solides, parce qu'on pourra les réparer, voilà, qu'on les utilisera de façon correcte, et du coup on va consommer moins de machines à laver. Quand je vous parlais d'équipements dans des habitations, des immeubles,
Le grand classique des machines à laver qu'on retrouve dans certains pays du Nord, aux États-Unis, qui sont en bas d'immeuble, au lieu d'avoir 50 machines à laver dans 50 appartements, vous avez 10 machines à laver. Et on consomme déjà beaucoup moins de matière, d'énergie, d'eau pour fabriquer ces 10 machines à laver que pour en fabriquer 50. Bonjour, Romain Cizeron, Transdev. Moi, j'avais une question sur donc, la neutralité carbone à 2050. Donc, vous avez une logique de flux où vous cherchez à équilibrer les émissions et les absorptions en 2050. Mais est-ce que vous avez cherché à modéliser aussi le stock de carbone accumulé jusqu'en 2050 et notamment le fait que ça respecte les orientations de la stratégie nationale bas carbone avec le respect des quotas par période? Alors, on n'est pas parti de la stratégie nationale bas carbone. Ça a été le cas de RTE qui a pris les chiffres de la SNBC et qui a dit je pars de l'hypothèse qu'il y a 945 TWh d'énergie, dont 600 à peu près 50 d'électricité. Nous, on n'a pas fait ça du tout. On est parti sur ces archétypes de société et on a regardé quelle pouvait être la demande de chacun des secteurs en fonction de ces archétypes de société. On a abouti à une demande d'énergie qui est évidemment faible dans le 1 et le 2, et puis un peu plus important dans le 3 et le 4, simplement parce qu'on consomme moins dans le 1 et le 2. C'est assez simple. Et ensuite, on a regardé comment on pouvait apporter cette énergie. Alors, ces énergies, il y a de l'énergie thermique, il y a de l'électricité, il y a du gaz et des carburants. Et on a fait des choix, notamment de répartition sur la biomasse, par exemple. Alors, la plus grande partie de la biomasse, ça sert à faire de la méthanisation ou à faire de l'énergie thermique avec des chaudières bois. Mais il y a aussi une partie de la biomasse qui va servir à faire du carburant, par exemple, à un moment donné. Donc là, on a fait, nous, des choix, j'allais dire, qu'on peut discuter. Et ensuite, on a regardé si on atteignait ou pas la neutralité carbone. Et si on n'atteignait pas la neutralité carbone, ce qui était le cas dans le 3 et le 4, on s'est dit, comme on ne peut plus descendre en dessous, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de sobriété, on ne peut plus faire d'efficacité et on ne peut plus avoir d'énergie décarbonée, pour décarboner, il nous faut ces techniques de captage et de stockage, parce que j'ai oublié de le dire, mais dans le 3 et le 4, on capte plusieurs millions de tonnes de CO2 qu'il faut stocker quelque part. Donc l'idée, c'est de les stocker en formation géologique profonde. Aujourd'hui, ça a démarré en mer du Nord. L'idée, en fait, c'est que la roche de ces formations géologiques, ce qu'on appelle adsorbe le CO2, c'est-à-dire intègre le CO2 dans la roche elle-même, qui soit prisonnier d'une certaine façon. Parce que si on garde ce CO2 liquide sous terre, il y a un risque qu'un jour il parte. Personne n'est capable de dire que ça va être complètement étanche pendant des milliers d'années. Et donc ça, c'est la mer du Nord. Ça ne va pas forcément gêner grand monde. Mais sachez qu'il y a eu, par exemple, on a dans le sud-ouest de la France, près de Pau, les anciens gisements de gaz naturel à Lac. Et il y a eu des tests qui ont été faits par Total Energy sur quelques tonnes, on va dire, enfin quelques centaines de tonnes de CO2 pour voir comment se comportait la roche, etc. Est-ce que demain, les gens du secteur de Pau vont accepter facilement ou pas le stockage de ce CO2, c'est un autre pari. Monsieur là-bas, et puis mesdames, n'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole. Bonjour, Rémi David, Nantes Métropole. Sur le plan démographique, comment se caractérisent ces 4 scénarios ? Alors pour les 4 scénarios, on a pris le scénario dit moyen de l'INSEE 2017. L'INSEE fait des projections aussi démographiques. Et donc nous, comme on a commencé notre travail en 2019, c'était celui de 2017 qui était disponible et on a sorti un en 2021. Et en fait, ce scénario moyen, c'est alors vieillissement de la population, ça tout le monde le sait. C'est une diminution aussi de l'accroissement de la population. Et puis aussi, c'est une diminution des décohabitations. Et ça, c'est extrêmement important pour le logement. C'est-à-dire que les 30-40 dernières années, notamment avec les séparations, divorces, ça crée effectivement des besoins de logement très différents de ce qui pouvait exister avant. Et là, l'INSEE estime que cette décohabitation diminue, enfin le taux de décohabitation diminue, parce qu'il y a une espèce j'explique ça de 2 façons. D'abord, il y a l'âge,
Voilà, les gens vieillissant, les décohabitations sont un peu moins importantes. Et puis parce qu'il y a une évolution aussi de la société qui fait que décohabite. Voilà. Donc c'est le même scénario pour les quatre scénarios. Et de toute façon, 30 ans, c'est très court pour qu'il y ait un changement radical qui fasse que nos hypothèses soient différentes. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème en soi. Oui, bonjour, Jean-Christophe Didier, Transdev. J'avais une question sur l'aspect de la désirabilité de vos modèles. Vous en avez parlé dans l'introduction et je n'ai pas l'impression que vous ayez beaucoup développé ce volet-là. Et pourtant, je pense que c'est essentiel parce que, j'allais dire, l'approche d'ingénieur, elle fonctionne en général très bien sur le papier. Il y a un petit facteur limitant dans tout ça, c'est Homo sapiens, qui est un animal un peu compliqué et qui n'est pas toujours très facile à faire évoluer, qui a bien évolué tout seul, mais là, il atteint un petit peu ses limites. Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Alors effectivement, je vous ai dit qu'on avait interrogé 31 personnes d'horizons très différents. Et on l'a fait avant la fin de nos travaux. Alors on ne leur a pas montré tous ces graphiques, etc., parce qu'on ne les avait pas. Et par contre, on a fait une description des scénarios. Si vous regardez la synthèse, par exemple, vous allez voir au début de chacun des scénarios, il y a un encadré, et c'est en grande partie le récit qu'on a fait à ces 31 personnes. Ce qui ressort de ça, c'est qu'il n'y en a aucun qui fasse l'unanimité contre lui ou pour lui. Voilà. Il y a toujours eu des gens qui trouvaient des choses sympathiques ou au contraire très désagréables. Cela étant, c'est vrai que c'est quand même plutôt autour des scénarios 2 et 3 qu'il y a, j'allais dire, un petit peu plus d'acceptation, en tout cas oui, globalement. Les scénarios 1 et 4 sont évidemment beaucoup plus tranchés, notamment par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, et donc recueillent un petit peu moins. Mais voilà. Ce qui est intéressant aussi dans ces interviews-là, c'est qu'une bonne partie des gens sont d'accord pour modifier des habitudes. Alors, on n'est pas allé leur demander lesquelles, jusqu'où, etc. Mais ils insistent bien, et nous on insiste aussi sur le fait que les modifications de mode de vie, ce n'est pas simplement un problème individuel, c'est collectif. C'est-à-dire que ça doit être l'ensemble de la société qui se met en mouvement pour pouvoir faire ce changement de société. Typiquement, si quelqu'un veut essayer le vélo pour aller à son travail, mais qu'il n'y a aucune infrastructure agréable pour faire du vélo, les gens ne vont pas avoir envie. Si effectivement il y a des infrastructures, des aménagements qui permettent de faire du vélo de façon le plus sécurisée possible, les gens vont essayer. Il y en a une partie qui vont dire bah non, ça ne me plaît pas. Et puis il y en a d'autres qui vont dire bah oui, bah finalement, je peux aller. Voilà. Pareil, transport en commun. Si les transports en commun ne sont pas bien développés, les gens n'auront pas envie de les utiliser. Et c'est tout à l'avenant comme ça. Donc c'est à la fois individuel, mais aussi collectif. Typiquement, si on veut pousser les gens effectivement à faire réparer leurs produits et avoir des produits réparables, ben, pourquoi est-ce que la fiscalité, par exemple, c'est des questions qui se posent depuis plusieurs années, des travaux d'économistes et tout, est-ce qu'on ne peut pas faire une fiscalité différenciée entre des produits qui seraient moins impactants sur l'environnement que d'autres? Après, il faut définir sur quelle base, etc. C'est compliqué, mais voilà, typiquement, une fiscalité qui se met en route, c'est un aspect collectif aussi qui permet aux gens d'évoluer dans leurs pratiques. Madame. Oui, merci. Nelly Tocqueville, conseillère municipale de Maromme. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire parce que effectivement, vous envisagez la nécessité d'une mobilisation de la société. Vous mentionnez qu'il sera sans doute nécessaire de prendre des mesures et de passer par la loi, mais en même temps, vous avez précisé la problématique de la dimension sociale. Comment intégrez-vous cette dimension dans chacun des scénarios ? Ce que je voulais ajouter, c'est que voilà, l'ADEME, en fait, c'était pour ça que c'était important de vous présenter les scénarios. En fait, ça balise un petit peu nos réflexions en montrant d'une façon un petit peu extrême qu'est-ce qui est faisable, quelles sont les trajectoires faisables. L'ADEME a fait la démonstration que c'était faisable. À nous maintenant de dire qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qui est désirable. Donc c'est bien le sens de ce qu'on vous propose
cet après-midi, la séquence de réflexion collective, c'est bien ce sens-là. C'est à vous de nous dire qu'est-ce qui vous semble désirable, vers quoi vous avez envie d'aller. Donc c'est effectivement une part de comportement individuel à changer, mais une grosse part, à peu près les 3/4, relève des politiques publiques. Mais pour en décider, pour les enclencher, ces politiques publiques, on a bien besoin de votre retour pour savoir qu'est-ce qui est acceptable de votre point de vue. Alors, juste pour répondre à votre question dans le cadre de l'exercice, donc on a fait cette interrogation des 31 personnes parce que justement on ne voulait pas que ça reste uniquement technique. Et ensuite, alors on n'a pas fait par exemple d'hypothèses de crise diverses et variées suivant les scénarios, parce qu'on n'a pas voulu introduire d'éléments trop subjectifs aussi. L'intérêt, je vous l'ai dit, c'est pédagogique, c'est de regarder les impacts en fait de chaque des scénarios entre eux. Voilà. Mais on a bien conscience, et c'est pour ça que je vous ai dit que les scénarios 1 et 2, c'était plutôt un pari sociologique. Comment on embarque 70 millions de personnes vers une consommation très différente. Voilà. Et puis l'autre, c'est plutôt des paris technologiques. Voilà. Ce n'est pas aussi manichéen que ça, parce qu'il y a effectivement quelques paris technologiques de moindre ampleur dans les scénarios 1 et 2, que je ne vous détaille pas. Et puis, il y a aussi des paris sociologiques dans le 3 et le 4. C'est-à-dire que les gens vont accepter cette société où on dégrade pas mal l'environnement, sans parler du stockage, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, on est très conscient de ça, même si on n'a pas fait d'hypothèse de crises diverses et variées dans les scénarios. Merci à tous les deux. Ça fait beaucoup d'informations, les paysages et puis les 4 scénarios de l'ADEME. On vous laisse une demi-heure pour maturer un peu tout ça et y réfléchir et le digérer. Et on se retrouve à 16h pétante, juste en haut, autour de tables qui seront plus adaptées au travail d'écriture à plusieurs. Ne partez pas, promis, ça va être très chouette. Donc restez avec nous et on vous explique rapidement la méthodologie d'ici 30 minutes. À tout à l'heure.